Claude Lévi-Strauss, si vous deviez en quelques phrases définir votre œuvre jusqu'à ce jour, Ce serait bien embarrassant. en quels termes le feriez-vous? Qu'avez-vous étudié? Qu'avez-vous découvert? Ce que j'ai découvert, je n'en sais rien, c'est la postérité qui dira si j'ai découvert quelque chose ou si je n'ai dit que des sottises. Ce que j'ai étudié, très certainement, c'est l'homme. Et je l'ai étudié en ethnologue, c'est-à-dire en partant des manifestations de la réalité et de l'expérience humaine, choisies parmi les plus éloignées, à la fois dans l'espace et en nature, de celles qui caractérisent la civilisation dans laquelle je suis né et à laquelle j'appartiens moi-même. Vous laissez cette espèce d'écart maximum entre l'observateur et son objet qui définit l'originalité de la méthode ethnologique. Est-ce que ça correspond à votre projet, à vos rêves de jeunesse? Comment vous êtes devenu ethnologue? Bon, ça, c'est une histoire compliquée. Je suis devenu ethnologue certainement par hasard, parce que mes rêves de jeunesse sont foisonnés dans les directions les plus différentes. Je suis né dans une famille de peintres et j'ai tenu des pinceaux presque avant de tenir un crayon ou un porte-plume, et donc j'ai pensé également à être peintre. Et puis j'ai eu dès l'enfance une passion pour la musique qui m'a d'ailleurs été inoculée par mes parents. Et si je devais dire quel a été le désir le plus constant de ma vie, parce que je l'ai encore, non plus sous la forme d'un désir, mais d'un regret qui est parfois lancinant, mais j'aurais aimé être chef d'orchestre. Je passe sur pas mal d'autres vocations. Et c'est parce que, ayant fait l'agrégation de philosophie, étant devenu professeur de philosophie, j'ai eu très rapidement le sentiment que ça m'ennuierait de manière incurable de répéter année après année, même en les modifiant un peu les mêmes choses, que j'ai voulu en sortir. Or, à cette époque, l'ethnologie n'était pas encore reconnue dans l'université comme une discipline de plein droit. On y arrivait en quelque sorte par la bande, et j'ai su par mes aînés immédiats que l'ethnographie c'était un débouché qui pouvait éventuellement s'offrir à de jeunes philosophes. J'ai donc postulé un poste à l'étranger, on m'a offert de partir au Brésil, je me suis décidé en 2 ou 3 heures d'accepter, et c'est parce que c'est le Brésil en particulier qui m'a été offert, c'est parce que les Indiens n'étaient pas aux portes de São Paulo comme on me le faisait croire, mais fort loin dans l'intérieur, mais tout de même un peu plus près que de Paris, que je suis allé les voir et que j'ai senti que c'était dans ce type de recherche un peu aventureuse et où le voyage, disons le grand spectacle du monde, pouvait un peu tempérer ce qu'a d'austère le simple maniement des idées, que je suis devenu ethnologue, mais vraiment je ne l'ai pas voulu. Et pourtant, il reste la première phrase des Tristes Tropiques. Je hais les voyages et les explorateurs. Oui, mais enfin, c'est une phrase qu'il faut prendre pour ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire je hais les voyages et l'exploration qui prétendent être purement voyage et exploration et qui ne sont pas tournés précisément vers d'autres résultats. Pour un ethnologue, le voyage, l'exploration, ça existe et ça apporte beaucoup de satisfaction, mais ça n'est tout de même qu'un moyen de parvenir à autre chose. Claude Lévi-Strauss, il y a des ethnologues blancs, occidentaux, qui étudient des civilisations non blanches, disons. Il n'y a pas d'ethnologues indiens ou papous qui nous étudient, nous. Qu'est-ce que ça veut dire, tant pour eux que pour nous? Quel est le moteur de cette pulsion qui nous pousse, nous, à savoir, alors qu'eux n'ont apparemment pas envie de nous étudier? Bon, je voudrais tempérer ce que vous venez de dire. D'abord, je suis d'accord qu'il n'y a eu jusqu'à présent pas ou extrêmement peu, parce qu'on pourrait tout de même citer 4 ou 5 exemples, mais d'ethnologues provenant des sociétés que nous étudions et qui se tournent vers l'étude de la nôtre. Mais il y a des ethnologues provenant des sociétés que nous étudions et qui étudient eux-mêmes leur propre société.
Ça, c'est quelque chose qui a existé depuis le XIXe siècle, et je crois que c'est l'avenir de l'ethnologie que de passer en quelque sorte le flambeau aux membres de leur propre culture qui en conduiront l'étude, un petit peu comme à l'époque de la Renaissance. Eh bien, nous nous sommes aperçus que pour comprendre l'homme, il fallait le saisir dans une dimension historique qui n'était accessible alors que dans notre propre culture, c'est-à-dire à travers les grandes civilisations de la Grèce ou de Rome. Donc, si vous voulez, l'ethnologie n'est certainement pas le privilège de ce qu'on appelait autrefois les blancs adultes et civilisés. Maintenant, alors le second aspect de votre question, c'est pourquoi est-ce qu'ils ne nous étudient pas? À cela, je vous répondrai qu'entre notre situation vis-à-vis d'eux et leur situation vis-à-vis de nous, il n'y a pas exactement de parité. Nous ne sommes pas simplement des sociétés dont l'histoire et le passé sont différents. Nous sommes des sociétés qui se sont trouvées les unes par rapport aux autres dans un rapport de force. Et il ne faut pas nous dissimuler que si l'ethnologie est née dans le monde occidental, c'est dans une très large mesure, non pas du tout par des raisons d'ordre purement intellectuel, mais parce que du fait de la colonisation, nous avions ces peuples à notre disposition, si j'ose dire, et qu'à l'abri du militaire, qu'à l'abri du missionnaire, qu'à l'abri de l'administrateur, qu'à l'abri du trafiquant, il était possible, dans une sécurité plus ou moins grande, de nous offrir le luxe d'étudier ces objets curieux et étrangers. Et cette attitude de la part des ethnologues, non seulement désintéressés, mais, je m'empresse de le dire, pleine de sympathie pour ces peuples qu'ils étudiaient, et qui se sont efforcés de contrebalancer, dans la mesure où ils le pouvaient, les effets néfastes de la colonisation. Mais en tout cas, cette attitude n'a pas du tout pu être celle des peuples que nous étudions vis-à-vis de nous-mêmes. Leur attitude, c'est facilement compréhensible, c'est une attitude de révolte contre ce qui fut une oppression, qui entraîne une certaine hostilité, un certain antagonisme, et je dirais de manière tout à fait pratique, la nécessité pour eux de s'affirmer pour des sujets alors qu'ils ont été si longtemps traités comme des objets, plutôt que de se payer le luxe, qui se payeront d'ailleurs peut-être un jour, mais de nous considérer eux-mêmes comme des objets. Mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas dire, par exemple, que beaucoup de nos religions, par exemple, veulent convertir, beaucoup de nos idéologies veulent recruter, je dirais même qu'à la limite, la science veut convaincre, que ces trois instances, par exemple, de notre vision du monde, si vous voulez, veulent avoir raison, et qu'elles portent en elles les germes d'une expansion, disons, une expansion et d'un changement. Ça ne me semble pas douteux, toute l'histoire le prouve. Oui. Oui. Ce n'est pas le cas en général de ces sociétés-là, qui veulent demeurer telles qu'elles sont, par exemple, et pas forcément du tout s'ouvrir. Ne soyons pas trop catégoriques dans ce domaine. Vous savez, quand nous parlons des sociétés primitives, et je mets le mot entre guillemets, bien entendu, c'est un terme commode, mais qui ne signifie rien ou qui n'a pas en tout cas le sens que nous lui donnons couramment, nous parlons de sociétés qui sont prodigieusement différentes les unes des autres, et dont deux d'entre elles peuvent être aussi différentes l'une de l'autre que tout ensemble, elles le sont des nôtres. Il y a eu dans ces sociétés des sociétés expansionnistes. Si je prends dans une région du monde qui m'est plus familière, l'Amérique du Sud, ben, il n'y a qu'à songer à l'empire Inca ou à celui des Aztèques, qui n'était qu'au départ qu'une petite population au milieu d'autres populations, et puis qui un beau jour se sont mis en marche et ont entrepris d'établir leur hégémonie sur toutes les autres, et même à un niveau beaucoup plus élémentaire, enfin beaucoup plus rudimentaire, disons, parmi les Indiens de la forêt qui sont restés dans un très bas niveau technique et économique. Il y a les Tupis Guarani qui occupaient la côte du Brésil à l'époque de la grande découverte. Ce sont ceux qu'ont connus les grands voyageurs français du XVIe siècle, comme Tevet ou Léry.
bien, avaient très certainement entrepris d'étendre leur domination sur des populations voisines. Et mes collègues africanistes pourraient vous donner des exemples encore plus saisissants avec ces grands empires africains qui comptaient non seulement des centaines de milliers, mais des millions d'individus, et qui aussi ont étendu leur hégémonie et leur domination sur des populations voisines. Donc ça n'est pas du tout une distinction tranchée. Vous pourriez, entre les deux pôles extrêmes, représentés, disons, l'un par cette petite société de 200 ou 300 personnes au cœur de la forêt vierge, qui considère qu'elle est la seule société au monde où la vie vaille la peine d'être vécue, et qui, par conséquent, ne tend en aucune façon à s'étendre et cherche uniquement à rester elle-même. Et puis, le grand empire africain, où ces bandes de conquérants qui se sont répandus sur des espaces énormes en assujettissant d'autres peuples à leur domination, bien, vous trouveriez toute une série d'intermédiaires. Quel est, à votre avis, le meilleur cadre pour être heureux, disons? Une société qui cultive le progrès et l'expansion, ou une société qui veut demeurer telle qu'elle est? Et à ça, je vous répondrai, ça dépend pour qui. Je ne crois pas qu'il existe un modèle unique. Probablement avons-nous été pris nous-mêmes par une frénésie dont nous commençons à sentir les dommages qui l'emportent de beaucoup sur les bienfaits, mais je ne suis pas convaincu que nous-mêmes, enfin qui proclamons cette folie de la société occidentale, eh bien nous parviendrions à vivre parfaitement heureux pendant notre vie durant dans telle ou telle société dite primitive qui existe encore. Et pourtant, d'ailleurs, même dans ces sociétés, on a l'impression, si vous voulez, que l'efficacité n'est pas introduit une irréversibilité. Je veux dire que, par exemple, même dans une société qui veut se perpétuer, la hache de fer supplante immédiatement la hache de pierre, par exemple. Pour qu'elle la supplante immédiatement, il faut d'abord qu'elle soit introduite. Qu'elle soit introduite. Mais il est clair qu'à la minute où elle est introduite, elle la supplante parce qu'on travaille beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement avec une hache de fer qu'avec une hache de pierre. Remarquez qu'en soi-même, ça n'aurait pas un très grand inconvénient. Ce qui est grave, et ce qu'on a pu observer dans diverses régions du monde, notamment en Australie et en Amérique du Sud et en Mélanésie, c'est que l'introduction de la hache de fer, ça n'est pas un simple progrès technique sur un point particulier de la culture. C'est qu'en même temps, et pour des raisons très complexes qui tiennent aux liens très intimes qui existent dans ces sociétés, entre l'activité technique, les croyances religieuses et l'organisation sociale, un simple changement technique peut être la chiquenaude donnée sur un château de cartes et qui fait s'effondrer tout le reste. Et est-ce que ça veut dire aussi le fait que cette efficacité s'impose immédiatement, que, disons, le progrès technique et donc l'histoire qui va avec sont plus forts que les différences et que nous marchons inéluctablement vers une société unique, disons? Ici encore, je distinguerai deux aspects dans votre question. Enfin, que ce que nous appelons le progrès technique, et comme je mettais primitif entre guillemets, je mets progrès aussi entre guillemets, maintenant, oui, il me semble devoir s'étendre de façon inéluctable à toute la surface de la planète. Et disons que c'est presque déjà fait, enfin, que les populations préservées que nous connaissons encore n'en ont que pour quelques années à vivre de cette façon-là. Je m'excuse, mais j'ai oublié la seconde partie de votre question. Non, je me demandais, est-ce que le fait que, par exemple, la technologie impose immédiatement son efficacité dans une société qui l'ignorait, est-ce que cela signifie que... oui, je vois où nous voulions en aller. Bon, société unique, alors nous étions là. Oui. Alors ça, c'est pas sûr du tout. Parce qu'il n'est pas sûr du tout que n'existe pas pour l'humanité une sorte d'optimum de population, si je peux dire, pardon, et que
quand la société tendra, comme elle tente aujourd'hui, à devenir trop vaste, trop englobante, des fissions ne se produiront pas à l'intérieur selon des lignes de force que nous ne sommes pas du tout capables de pressentir et que nous ne verrons pas se restaurer, se rétablir des différences imprévisibles qui viendront compenser l'homogénéité qui s'établit. Vous savez, les ethnologues qui étudient justement les sociétés du plus bas niveau technique et économique que nous connaissions ont remarqué qu'il existe pour ces sociétés une sorte de chiffre optimum qui se vérifie dans toutes les régions du monde où on a pu les étudier, disons entre 40 personnes et 250. Et quand, du fait d'une expansion démographique, une de ces sociétés tend à dépasser ce chiffre fatidique de 250 personnes, qui n'est qu'un ordre de grandeur, bien entendu, eh bien, au lieu de devenir une société de 300, 400 ou 500 personnes, elle se coupe en deux pour reconstituer deux sociétés qui elles-mêmes évolueront entre 40 et 250 personnes. Or, il ne faut pas du tout s'imaginer que nous avons là l'image d'un stade antérieur du développement de l'humanité, enfin quelque chose qui illustre la façon dont nos lointains ancêtres du Paléolithique ont vécu. Mais comme ce sont des sociétés très rudimentaires, peut-être exposent-elles certaines propriétés ou exigences essentielles de la vie sociale. Et je suis convaincu pour moi-même que nous-mêmes, enfin dans nos énormes sociétés, nous ressentons profondément le besoin de ce que Jean-Jacques Rousseau appelait, pour les condamnés d'ailleurs, mais de ce qu'il appelait les sociétés partielles au sein de la société globale, et j'imagine, ou en tout cas j'espère, qu'il y aura toujours dans l'humanité un ressort suffisant pour recréer ces sociétés partielles qui permettent des contacts personnels, des relations authentiques entre les individus, de les reconstituer et de les reconstituer avec d'autant plus, disons, de nécessité que la société totale, elle, tendra à s'uniformiser et à s'élargir. Vous en voyez des signes actuellement ? Oh, je crois qu'on en voit des signes. On en voit des signes dans les coupures des générations, parce que c'est une façon pour des sociétés partielles de se reconstituer. On en voit peut-être des signes dans cette prolifération des sectes, qui a joué un tellement grand rôle dans l'histoire de l'Angleterre, par exemple, dans les siècles passés, et qui peut-être a été un des éléments essentiels des maintiens des libertés anglaises. Nous voyons ça avec notre esprit rationaliste et cartésien, nous voyons ça comme autant d'aberrations et de monstruosités. Je crois au contraire, je ne dis pas que nous devons les entériner ou y adhérer, mais que nous devons être très attentifs aux symptômes que manifestent ces regroupements. Vous parliez tout à l'heure des petites sociétés, par exemple amazoniennes, de quelques, à la limite, dizaines de membres qui se considèrent comme... disons, la seule solution. Le centre du monde. Le centre du monde, et qui, dans leur territoire, connaissent un endroit précis, enfin, qui pourrait aller le centre du monde, parce que c'est de cet endroit-là, de cette fissure dans le sol, que la première humanité a émergé des profondeurs de la Terre. C'est tout à fait littéral. Enfin, on y va, on peut toucher l'endroit dont l'homme est sorti. Est-ce que symétriquement, ça ne vous étonne pas quelquefois que malgré le développement des moyens de communication, malgré le développement de l'éducation, notre société aussi, à nous, quelquefois, et même généralement, a tendance à se penser finalement comme la seule solution. Et à justifier ainsi, disons, sa politique, par exemple, ou sa façon de se conduire. Je crois que toute société, depuis que le monde existe, a tendance à se considérer comme la seule solution. Et la meilleure preuve, c'est que les noms par lesquels se désignent les peuples que nous appelons primitifs, en général, c'est un mot de leur langue qui signifie les hommes, les vrais, les seuls, les bons. Donc, ça n'est pas du tout un travers qui nous soit propre. Ce qui nous est propre, c'est cette volonté expansionniste. C'est ce désir d'imposer notre formule à toutes les autres formules qui existent encore à la surface de la Terre. C'est, je dirais volontiers, ce caractère viral de notre société, si tant est, n'est-ce pas, que le virus, c'est un organisme, nous disent les biologistes, qui
ne peut se reproduire lui-même qu'en obligeant les corps qu'il parasite à fabriquer leur propre formule génétique. Et en présence de sociétés qui sont des sociétés charnelles, enfin des sociétés de chair et de sang, qui sont celles que nous avons trouvées autour de nous dans le monde, nous, avec notre méthode, ce n'est pas pour rien que le discours de la méthode, c'est l'emblème même de l'esprit occidental et l'esprit cartésien, eh bien, nous éprouvons le besoin d'injecter notre propre formule à d'autres sociétés pour arriver à la perpétuer. Où est née cette façon de se comporter, disons en Grèce, aux origines de ce qu'on appelle l'histoire? Non, je crois pas du tout, parce que les Grecs, me semble-t-il, enfin je ne suis pas spécialiste de la Grèce ancienne, mais c'était, je crois, enfin des sociétés encore d'un type qui considérait qu'elles étaient la société par excellence, mais qui ne cherchait pas tellement à s'imposer aux autres. Non, je crois que ça s'est apparu essentiellement à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance. Claude Lévi-Strauss, je voudrais que nous parlions un petit peu de la science. Je voudrais vous demander, qu'est-ce que ça veut dire au fond que savoir, connaître quelque chose? Lorsque, après avoir manipulé des données intellectuelles, par exemple, nous disons que nous les comprenons, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est une question que vous devez poser aux philosophes, et je ne crois pas que l'ethnologue soit particulièrement qualifié pour y répondre. Mais enfin, il me semble que comprendre quelque chose, c'est apercevoir des connexions entre des éléments qui étaient d'abord donnés à l'état disjoint ou dispersé. Il y a des choses qui ne collaient pas ensemble, et puis en les disposant d'une certaine manière, elles collent, elles forment un tout bien articulé, et à ce moment-là, nous avons l'impression que nous les comprenons. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce jeu une sorte de jeu de miroir, disons, de la logique qui serait une instance supérieure, disons, à nous-mêmes et qui se regarderait un peu elle-même, disons, dans cet échange de code à code, disons. La logique, ce n'est pas extérieur à nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est que la logique? Ce sont les exigences du fonctionnement de notre esprit et peut-être derrière notre esprit de notre cerveau quand il est laissé libre ou obligé de fonctionner selon ses seules contraintes et sans intervention d'éléments extérieurs. Ça n'est pas en dehors de nous, il n'y a pas une logique quelque part qui s'impose à nous, la logique elle est en nous. Le travail de l'ethnologue mène forcément à des systèmes, disons, théoriques, à des constructions... Non, pas le moins du monde. Beaucoup de mes collègues se veulent d'abord, et ils ont raison en un sens, ils se veulent ethnographes, c'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est de décrire aussi bien que possible une société particulière à laquelle ils se sont consacrés pendant des années et des années, à laquelle, dans certains cas, ils ont consacré toute leur vie. Et s'ils sont arrivés à une description, ils considèrent que leur tâche est remplie. D'autres, au contraire, utiliseront les matériaux recueillis par des ethnographes et s'efforceront de les comparer entre eux. D'autres partiront de ces comparaisons mêmes et essayeront d'en dégager des propositions de portée plus générale. Mais tout ça, ce sont des tâches solidaires et intimes et qui dépendent très largement les unes les autres. Je me souviens que vous m'aviez dit un jour que l'ethnologie serait structuraliste ou ne serait pas. Est-ce que vous diriez je devais être très jeune quand nous avons commencé à travailler ensemble. Écoutez, l'ethnologie a été dans le passé et elle est toujours, et elle n'est que très partiellement structuraliste. Je veux dire qu'il y a un certain nombre de gens qui suivent une certaine ligne de pensée, qui préfèrent certaines approches, et d'autres qui font un travail tout aussi légitime et dans des voies entièrement différentes. Je ne sais pas si j'ai dit ça, mais si je ne l'ai jamais dit, disons que c'était dans l'entraînement et que je le tempérerai solidement aujourd'hui. Je connais un certain nombre d'ethnologues et
Je trouve que ce sont souvent des gens à la fois intéressants et un peu curieux, de par même justement leur fonction, parce qu'ils sont un peu à cheval sur deux cultures, la leur et celle des gens qu'ils étudient et chez qui quelquefois ils ont passé même souvent plusieurs années. Et je dirais quelquefois que j'ai l'impression que ce sont des gens qui sont un peu mal à l'aise dans les deux finalement, qui ne se sentent plus tout à fait de chez eux et qui n'arriveront jamais à être tout à fait de la civilisation qu'ils étudient. Je crois que beaucoup d'ethnologues le sont devenus parce qu'ils ne se sentaient pas très à l'aise chez eux. N'est-ce pas? Et que ça n'est pas un résultat, que c'est plutôt une cause. Maintenant, qui ne se sentiront jamais parfaitement à l'aise dans la société qu'ils étudient, il me semble que c'est inévitable. C'est inévitable puisqu'ils n'y sont pas nés, puisqu'ils n'y sont pas grandis, puisqu'une fraction de leur vie seulement y fut consacrée. Je crois toutefois qu'on pourrait en citer des exemples, qu'il y a des ethnologues qui se sentent parfaitement à l'aise dans la société qu'ils ont élue. Mais ça suppose, bien entendu, qu'elles soient seules, qu'ils ne se soient consacrées guère qu'à celle-là pendant toute leur existence et qu'ils y aient vécu pendant de très longues années. Tout ceci pour vous demander, bien sûr, si vous vous sentez parfaitement blanc occidental ou si vous avez l'impression quelquefois d'être un Indien grimé de blanc, disons. Non, je ne suis pas de ceux qui ont passé des années et des années sur le terrain. Je ne suis pas un homme de terrain. Et donc, je suis le moins qualifié de tous pour répondre à votre question. Je sais et je me sens profondément occidental et pas très à l'aise dans la société occidentale, donc curieux d'autres expériences. Et si je devais tendre à quelque chose, ce serait non pas à choisir l'une d'elles aux dépens des autres, mais peut-être à une synthèse de ce qu'il y a de meilleur ou de ce qui m'apparaît comme meilleur dans chacune. Je crois que nous avons beaucoup d'enseignements à tirer de sociétés qui ne considèrent pas l'homme comme le Seigneur et le maître de la création, mais simplement comme une partie d'un grand ensemble qu'ils doivent ménager et respecter, et où ils doivent toujours être certains que leurs prélèvements ne mettront pas en danger d'autres aspects de la création. Mais vous savez, ça n'est pas quelque chose de totalement étranger à notre propre manière de penser. Je veux bien que c'est tout à fait contraire à la tradition judéo-chrétienne, qui au contraire a fait de l'homme un être à part. Mais si vous voulez bien remonter dans notre propre tradition jusqu'aux stoïciens, qui voyaient dans la loi naturelle l'ensemble des rapports harmonieux que les différentes espèces vivantes doivent entretenir les unes avec les autres pour leur commune conservation, eh bien, au sein même de notre civilisation et de notre tradition intellectuelle, vous trouveriez des idées du même genre. Alors, disons, mon expérience d'ethnologue m'encourage à choisir, disons, dans la tradition intellectuelle à laquelle j'appartiens, certaines orientations plutôt que d'autres, mais elles ne me coupent pas du tout de la tradition où je suis né et qui m'a fait. Vous n'avez pas l'impression en ce moment que certaines civilisations, par exemple indiennes d'Amérique, qu'on croyait en voie d'extinction, voire éteintes, sont en train, au contraire, presque de renaître ou de se remettre à parler, disons? C'est tout à fait frappant. Enfin, je ne dirais pas de renaître, parce qu'elles ne pourraient pas renaître si elles n'avaient pas toujours continué à vivre d'une vie latente et secrète. Mais si je considère la Colombie-Britannique, c'est-à-dire la côte pacifique du Canada, où je me suis rendu à plusieurs reprises ces dernières années, bien, il est tout à fait frappant que non seulement des rites essentiels continuent d'être célébrés, mais que même des rites qui n'avaient plus été célébrés depuis 10, 20 ou 30 ans recommencent à l'être, et que ces rites acquièrent une nouvelle fonction qui n'est plus exactement celle qu'ils avaient autrefois de conférer certaines dignités ou certains privilèges à l'intérieur du groupe social aux individus qui en étaient jugés dignes, mais de réintégrer à la communauté indienne des éléments qui se sont trouvés de manière jugée excessive, soumis aux influences du monde blanc, enfin disons, qui boivent de l'alcool ou qui se droguent. Et c'est un moyen de réincorporation
et de liquidation, si je peux dire, d'influences mauvaises. Et on peut très bien concevoir que ces rites remplissent une fonction à ce titre toujours vivante. Et certaines ces rites, je crois même quelquefois, sont à nouveau pratiquées par des gens qui étaient pourtant acculturés, disons, qui avaient même oui, et des universitaires. Qui ne savaient plus leur langue et qui recommencent à l'apprendre. Je me souviens avoir passé une nuit dans une petite localité de Colombie-Britannique sur un quai à attendre un ferry qui ne venait pas, bon, parce qu'il y avait ce qu'on appelait là-bas des emergencies, c'est-à-dire une crise cardiaque dans une île, une femme qui accouchait dans une autre, et qu'on le voyait circuler de l'une à l'autre et pas arriver. Et je bavardais avec un tout jeune Indien Kwakutl, qui était habillé d'une tenue sportive et qui était un champion de hockey ou je ne sais plus quoi, très connu au Canada, et qui me disait qu'il voulait devenir un sculpteur en apprenant le métier de ses oncles, un sculpteur traditionnel, mais que pour ça, il était indispensable qu'il apprenne d'abord la langue, sa langue maternelle qu'il n'avait jamais parlé, parce que, me disait-il, on ne peut pas s'exprimer de façon esthétique dans le style traditionnel si on ne connaît pas la langue et si on ne parle pas la langue de son peuple. C'est un exemple au milieu de beaucoup d'autres. Peut-être peut-on espérer d'ailleurs qu'après avoir servi l'unification, disons, certains moyens de télécommunication comme la radio ou la télévision finissent en se morcelant par servir au contraire cette renaissance des différences. Eh bien, vous aurez joué un très grand rôle dans ce domaine si vous faites en sorte que les films de type ethnographique que vous préparez, enfin, ne sont pas montrés seulement aux téléspectateurs européens, mais peuvent être présentés au peuple même chez qui ils ont été filmés.